à faire. Merci. Est-ce qu'on peut les encourager, les hommes? C'est en quelque sorte le bilan. Ah, il y a un chef coutumier. Voilà les hommes qui ont pris part au séminaire de manière active, bien sûr. Il manque deux invités sur le plateau. J'ai demandé à Madame Simangoy de laisser les jeunes faire la comptabilité. Ah, il y a aussi les mamans sur le plateau. Gloire à Dieu. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir dans le cadre de notre chère émission intitulée La famille. Alors donc, plus précisément sur le thème « Comment régler les conflits dans un foyer conjugal ». À cet effet, nous avons sur ce plateau les éminents hommes assermentés dans le domaine de la gestion des familles. Je m'en vais vous les présenter à tour de rôle. Alors, à ma gauche, nous avons le psychologue Démigris. Je vous remercie. Dans la suite, nous avons le sociologue Nyungoulou Pascal. Après, nous avons le chef coutumier Capristan. Et dans la suite, nous avons le théologien Zengue Gracia. Je vous en prie. Nous avons la coordinatrice chargée des affaires sociales. Et enfin, nous avons la représentante de l'ONG DACA, chargée de la défense des droits de la femme. Donc voilà, nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau. Avant que nous ne rentrions de plein fouet dans le vif du sujet, je voudrais d'abord recueillir votre sentiment par rapport à la tenue de ce séminaire qui nous a vraiment édifiés durant la semaine, du mercredi jusqu'au dimanche ce jour. Alors quel sentiment et quelle appréciation? Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir donné la parole. Je suis monsieur Nzimbi Chris, expert en psychologie sociale. Et cette thématique est la bienvenue, étant donné que cette problématique
devient un fléau dans la société. Donc, nous étions émus de recevoir cet enseignement. Amen. Oui, monsieur le sociologue. En tant que sociologue, mon sentiment est un sentiment de satisfaction pour l'atelier de ce séminaire qui a éclairé le règlement dans les conflits conjugaux et pour la bonne marche vraiment de la famille. Oui, monsieur le coutumier. En tant que juge coutumier, je te remercie encore pour le privilège que vous m'accordez au sein de notre des assemblées de Dieu du Gabon. Je viens tout à l'heure de souhaiter un cordial poignet de main à ceux qui ont pu prendre pour thème les conflits de ce genre-là. Ça nous a beaucoup édifié et ça a apporté beaucoup dans nos vies familiales. Je vous remercie. Merci. Monsieur le président. Très ému déjà de ce thème. Voilà, je suis théologien expert dans le domaine. Et vous savez, la théologie, dans ce sens-là. Et le mariage est fion venant de Dieu. Ah, donc, ce genre de questions est vraiment important de débattre parce que Dieu unit un couple et ce couple doit vivre dans l'harmonie, la paix et la joie. Merci, monsieur le théologien. Madame la coordinatrice des affaires sociales, votre sentiment? Merci, monsieur le présentateur. Bonjour à mes collègues de table. Bonjour à nos spectateurs. Bonjour. Je viens ici, on va dire en quelque sorte en griffe, remercier le Seigneur parce qu'en tant que responsable des affaires sociales et avec ce qui se vit dans notre société actuelle, le thème qui a été développé tout au long de cette semaine vient à point nommé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la différence. Nous connaissons désormais que les conflits ne sont pas forcément mauvais. Nous connaissons la différence désormais des différents conflits que nous pouvons avoir dans la société. Je vous remercie. Oui, madame la représentante de l'ONG GATA. Bonjour. Je suis très ravie d'être présente ce matin. C'est vrai que je suis représentante de mon ONG GATA qui défend les droits de la femme, mais nous avons apprécié votre séminaire. Vous savez, c'est pas parce qu'on défend les droits d'un genre qu'on n'a pas cette appréciation de la famille. Dans notre ONG, on considère que la famille qui est stable participe au développement de la société. Je vous remercie. Merci encore. Merci à notre tour. Alors nous allons aller au vif du sujet. J'ai une première préoccupation. Comment comprendre et résoudre la problématique de la jalousie au sein du foyer? C'est une problématique assez sérieuse. Oui, merci encore pour cette question. Il faut d'abord savoir que cette problématique de jalousie dans un foyer conjugal est la nature d'un conflit protecteur. Et dans mon domaine, en qualité d'expert en psychologie sociale, la jalousie la jalousie, encore pour moi, c'est simplement une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour. Ok, on va peut-être lancer le débat. Alors, que dire de cette femme à cause de la jalousie, au fait, finit par isoler son époux, au fait, de toutes ses relations? Excusez-moi d'arracher la parole maintenant. Je ne peux pas accepter qu'on attaque un genre lorsqu'il s'agit de la jalousie. La femme n'est pas celle-là qu'on doit caricaturer comme jalouse. La jalousie se définit à tous les genres. La femme jalouse, comme pouvait le dire le psychologue, je le rejoins, ok, on parle d'une jalousie saine, et je peux identifier la jalousie comme un thermomètre. La femme a cette jalousie protectrice. Lorsqu'elle est jalouse, elle veut protéger son homme des défaillances de l'extérieur. Mais lorsque ça dépasse une jalousie de 38 degrés, il faut savoir la cause, qu'on arrête d'attaquer les femmes. Merci.
Monsieur le théologien, vous avez quelque chose à dire? J'ai compris. Oui. La jalousie, en tant que telle, comme nous l'avions dit précédemment, la jalousie, dans un côté, n'est pas aussi mauvais. Mais lorsque nous constatons qu'il y a déjà un peu d'excès, là, c'est hors de débat. C'est hors de ce contexte. Le contexte normal de la jalousie reste dans son contexte de jalousie saine. Mais puisqu'il a dépassé les débats, la jalousie n'est plus celle-là qui, n'est-ce pas, devait protéger son mari, mais nous allons dans un sens où elle devient comme une obsession. Bibliquement, ce n'est pas bon. Ah oui, on dirait que le sociologue a quelque chose. Tant que c'est une philosophie sociale, il y a deux sortes de jalousie. Il y a une bonne jalousie et il y a une mauvaise jalousie. Il y a une jalousie qui protège la famille et il y a une autre jalousie qui détruit. Ok, Donc, monsieur le chef Je coutumier. dirais donc aussi quelque chose m'aurait étonné. On va toujours faire savoir que c'est les hommes qui sont pour la jalousie sur les femmes. Moi je dis que c'est les femmes qui dérangent. C'est les femmes. On sait très bien que la jalousie détruit les bonnes relations. Lui ne peut prendre du bien de celui qui l'écoute. Donc finalement, qui est plus jaloux que qui? C'est la femme. C'est la femme. Les femmes sont plus jalouses. Non, monsieur le chef coutumier, vous ne pouvez pas affirmer comme ça que ce sont les femmes qui sont jalouses. Je suis désolée, on voit des hommes qui ont des jalousies meurtrières. Je veux rajouter, permettez-moi. Comme je disais à l'entame, il faut connaître la cause de la jalousie maladive de la femme. Nous avons des hommes qui ont grandi dans un univers, qui a vécu dans une famille monoparentale, et cet enfant a vu sa mère changer de partenaire, bien sûr pour subvenir aux besoins du foyer, mais c'est un homme qui n'aura jamais confiance aux femmes. Nous avons un diable, si je peux le dire ainsi, qui va maltraiter une femme. Et à ce moment, on dira que la femme est plus jalouse que l'homme. Je dis non. Ok, bon, nous voyons que nous allons avancer dans le débat. Excusez, j'ai une autre préoccupation. Alors, que dire de cet homme dont la relation avec la belle famille est presque médiocre et que cela devienne une source de conflit dans un foyer? Monsieur le présentateur, permettez-moi, je vous en prie, de revenir un soit peu sur la précédente préoccupation en ce qui concerne la jalousie. La jalousie n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. On ne va pas abuser un époux, une femme ou un homme en disant qu'il est plus jaloux ou la femme est plus jalouse, le mari est plus jaloux. Non, comprenons ici que la jalousie est un conflit bâtisseur. Si un homme est jaloux, il veut protéger sa femme. Si une femme est jalouse, elle veut protéger son... Madame, s'il vous plaît, vous êtes un conflit protecteur. Où madame veut protéger sa femme. Mais lorsqu'on va au-delà de la jalousie, lorsqu'elle devient une jalousie meurtrière, madame, s'il vous plaît, je vous en prie, elle devient mauvaise. Alors, publiquement, ce n'est pas normal. Ok, voilà. Je voulais ajouter mes propos. Nous sommes tenus par le temps. Selon le théologien. Pourquoi? Parce que il disait, en fait, à ma qualité de psychologue, en fait, on appelle cela, c'est une jalousie maladive. Voilà. Ok, nous avons compris. Donc, il existe ce que nous appelons jalousie saine et jalousie maladive, celle qui détruit les relations. Voilà. Alors, je parlais de cet homme dont la relation avec la belle famille est presque médiocre et que cela devienne source de conflit dans le foyer. Je voulais encore essayer de rebondir sur cette question. Il suffit d'abord de rappeler, que c'est un conflit bâtisseur. Et bâtisseur, pourquoi? Parce que ça sert à bâtir ou encore à construire. Mais maintenant, si l'on n'arrive pas à aider sa belle famille, on doit se poser des questions. Pourquoi il agit ainsi? C'est dû sûrement parce que cette dame, elle a un mauvais comportement auprès de lui. Non. Je vous en prie. Monsieur le théologien, on dirait que le chef coutumier a quelque chose avant que vous ne rebondissiez. D'accord. Oui. Allez-y.
Je dirais tout simplement d'abord que l'homme, c'est vrai, a ce droit-là, hein, d'amener sa femme chez sa belle famille. C'est comme la femme aussi a ce droit-là. Hein. C'est l'homme ou la femme qui, les uns vers les autres, qui font monter les galons à leur vie familiale. Si chez moi il y a une cérémonie ou un deuil que je vais seul, je n'amène pas ma femme, quand il est elle-même, comment on sera accueilli? On lui dirait tout simplement, nous ne te connaissons pas. Donc c'est l'homme et la femme doivent tous les deux se faire monter les galons pour que désormais, oh non, la belle femme, ma belle-sœur, elle travaille beaucoup, elle est appréciable. Ok, donc si je comprends bien, selon le chef coutumier, donc l'homme serait en partie responsable de la situation. Justement, je rejoins votre pensée. Parce que comme monsieur le psychologue disait, ça dépend du comportement de la femme, je suis désolée. Il y a des hommes qui sont méchants, je vais dire ça entre griffes. Parce que c'est pas normal qu'un homme, il a épousé une fille, une famille par exemple, et refuse complètement d'aider cette famille. Ce n'est pas normal. Je rejoins évidemment le théologien, oui. Voilà les propos de Madame Tsengue. Normalement, sur le plan théologique, biblique, un homme est censé aider ses beaux-parents. Lorsqu'on épouse une femme, on épouse aussi son arrière. Ne dit-on pas dans un adage aussi simple que lorsqu'on épouse un chien, on prend aussi ses puces? Alors donc, normalement, lorsque nous nous épousons, femme comme homme, alors donc, il faut déjà que nous savoir que nous devons connaître son arrière-plan, ses parents, ses beaux-parents et mener à bien une bonne relation avec eux. Je vous remercie. Bon mot. Il faut qu'on utilise le bon mot. Ah bon? Un homme qui ne s'occupe pas de sa belle famille n'est pas responsable. Il faut qu'on utilise le bon mot, monsieur le présentateur. J'ai des femmes dans mon association qui en souffrent. Dans mon ONG Data. Les hommes ne respectent plus les beaux-parents. Nous avons des gens qui viennent rigoler dans les familles, les femmes conscientes. Nous, à l'époque, on ne connaissait pas, c'est les parents de nous Maria qui donnaient les femmes à qui ils voulaient. Vous, c'est votre école, vous êtes allé étudier chez le blanc, vous venez gaspiller la tradition. Nous ne gaspillons rien. Nous évoluons avec la société. Ok, effectivement, nous allons évoluer. Alors donc, nous évoluons en posant encore une autre préoccupation. Que dire de cette situation où l'homme refuse de donner de l'argent de poche à sa femme? Oui, sous prétexte que cette dernière a un salaire plus élevé que le sien. Permettez-moi d'en rire. Ah bon, madame? Vous avez la parole. C'est une situation grave. Le psychologue ne sera pas opposé lorsque je dirais qu'il s'agit d'un conflit du genre, dit-on. Conflit du genre. Depuis quand on a dit qu'un homme qui est payé, je prends une somme, à 30 000 francs ne doit pas s'occuper de sa femme qui reçoit un salaire d'1 million? L'homme est le chef de famille. Qu'il garde cette veste. Nous les femmes, nous voulons avoir 1 000 francs dans les 30 000 francs là. Tout en sachant, je vais terminer par là, que la femme est une mère. Même si elle prend 1 000 francs de son mari, elle sait bâtir le foyer. Forcément, elle prendra dans son 1 million, elle va investir dans le foyer. Je vous remercie. Je vais rejoindre, en tant que théologien, je vais rejoindre les propos de Madame la coordinatrice. Un homme qui épouse une femme ayant un salaire aussi élevé que le sien doit un tant soit peu baisser de son ton de grandeur. Alors donc, il va devoir faire preuve d'humilité. Qu'est-ce qu'il va faire? Madame a un salaire d'1 million. Lui, il a un salaire de 500 000 ou alors de 400 000. Mais il est dit que le couple doit être uni. Donc ils forment une chair. Et cette chair-là va devoir se contenter de ce qu'il présente. Alors donc, moi, en tant que mari, 500 000, je donnerai à mon épouse
sont dus. Je parle là, sont dus. C'est sa partie. Monsieur le théologien, nous avons pris un cas extrême. Oui. Donc 1 million et 30 000. Oui. Le salaire de l'homme se situe à 30 000 et celui de la femme à 1 million. Ne peut-elle pas s'en passer? Donc, pour dire, bon, je gagne plus que mon mari. Donc, non, je suis désolé. Je suis désolé. L'homme est censé pouvoir aux besoins de sa femme. Merci, monsieur le théologien. Oui, est-ce que, monsieur le sociologue, vous avez quelque chose? Oui, c'est un devoir que l'homme doit remplir envers sa femme tous les jours pour prouver son amour, que malgré le petit salaire de l'homme, malgré le gros salaire de la femme, mais l'amour doit demeurer entre les deux. Ah, donc si je comprends bien, c'est un acte d'amour. Ok, nous allons évoluer, allons-y. Si cette femme a plus d'argent que son mari, c'est qu'elle a beaucoup appris. Mais le mari n'a pas appris, qu'est-ce qui se passe? Quand tu viens chez moi, il n'y a pas mariage chez moi, moi je ne peux même pas accepter. Parce que si l'homme accepte que la femme a plus d'argent qu'elle, mais l'homme là devient son chiffon. Ah, ok. C'est une femme ménagère. Donc là, le chapitrier pose un problème de fond. Oui. Et là encore un problème de choix. Et là, il y a orgueil. Un problème de choix. Donc ça voudrait dire que l'homme, comme nous disions tout à l'heure, qu'il faut d'abord faire des investigations. Alors si je me rends compte qu'elle a un salaire plus élevé que le mien, et je dois réfléchir 2 fois avant de m'y engager. Si je comprends bien. Même à chaque fois. Ok. Pour ne rien. Ok, merci. Alors donc nous étions là sur le conflit du genre. Alors il est dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Alors, une autre préoccupation, nous allons bientôt vers la fin. Que dire d'un homme qui entretient un totem chaque soir, selon la coutume de sa famille, et qui aimerait que son épouse puisse en faire de même, et que cela devienne une source de conflit dans le foyer? Monsieur le journaliste, je vais simplement répondre en commençant à édifier. C'est simplement un conflit culturel, d'abord premièrement. Et je vais demander la suite à mon frère théologien qui va mieux aider sur ce que je viens de dire. Ok, monsieur le théologien, à supposer que cette femme soit chrétienne. Elle est chrétienne, le mari est païen, il est pour nous païen, la femme est une chrétienne, et l'homme voudrait que la femme puisse intégrer le rite. Vous savez, monsieur le journaliste, ce genre de conflit qui, plus souvent, attaque des familles ou alors se rejoint dans les couples, parfois qui ne se connaissent pas, fait des dégâts. Alors donc, ce conflit dont la personne ne connaît pas l'arrière-plan de celui ou celle qui va l'épouser cause des problèmes. Vous voyez, il faut bien que nous, sur le plan biblique, nous sommes censés faire comme une genèse de la personne. La personne chez qui nous allons. Est-ce que cette personne, nous la connaissons? Est-ce que cette personne, réellement, elle est chrétienne? Son arrière-plan, son plan en arrière-plan, dans le domaine sociologique, sont dans le domaine culturel, son domaine spirituel, il y a tous ces éléments-là. Alors vous voyez, je voudrais vous dire ceci. En fait, il y a beaucoup d'éléments qui font une certaine confusion. Dans la culture, il y a parfois un peu de spiritualité là-dedans. Alors imaginez-vous qu'une chrétienne qui ne connaît pas la personne qui lui demande la main va faire ce qui se passe là. Un bouddhiste, par exemple, un yogiste, qui va faire semblant d'être chrétienne. Et la personne en question qui ne présente pas cet homme-là ni à son pasteur, ni à ses parents, ni à vous oubliez tout simplement qu'avant c'est marié sous préfecture linguistique, langue par langue. Pardon? Vous oubliez tout simplement qu'auparavant on s'est marié par préfecture linguistique. Non, ça je n'en disconviens pas, Mais vous savez, monsieur le juge coutumier, comprenez avec moi que l'aide mécanicien ne peut pas marcher avec l'aide maçon. Vous êtes d'accord avec moi? Alors donc, vous êtes d'accord avec moi que on ne peut pas
épouser cet homme-là qui est en discordance avec une femme chrétienne. C'est impossible. Il n'y a pas compatibilité là. C'est la raison pour laquelle il faut connaître l'arrière-plan. C'est vous qui dites ça à l'époque quand les papas choisissaient, tu n'avais pas le droit de dire ce que tu dis. Ça, c'est les études que tu allais faire chez les Blancs. Merci, monsieur le chef coutumier. Effectivement, je crois que dans nos cultures, il y avait quand même cette sagesse que les anciens avaient, de faire même des propositions de mariage, si possible parler des placements. Et puis on se rendait compte que ça marchait. Bon, maintenant peut-être que nous trouverons une ligne de démarcation entre ce qui est coutumier et ce qui est spirituel, les questions de choix, etc. Je ne sais pas s'il y a autre chose à dire parce que nous sommes tenus par le temps. Oui, j'allais dans le même sens que vous. Permettez-moi quand même de déposer quelque chose. Je ne peux pas sortir de ce plateau sans vider mon sac. Nous disons à nos femmes dans notre association que chacun s'épouse selon son genre. Si vous êtes chrétien, restez dans le cadre chrétien. Si vous êtes Manganga Moussoko, restez dans ce cadre. Ça va emmener la compréhension. J'ai un témoignage d'une femme, je vais taire le nom par discrétion, qui a perdu sa vie spirituelle. Elle est rentrée dans un mariage et elle ne savait pas qui elle épousait. Et nous, on lui a dit, c'était catastrophique, elle ne j'épargne. Je vous épargne les détails, c'était horrible. Mais on a ramené cette femme, on a dû faire un travail avec le psychologue dans sa vie et on a tiré cette conclusion. Lorsqu'on est chrétien, qu'on reste dans ce cadre. Et lorsqu'on est mondain, qu'on reste également dans ce cadre. Je vous remercie. Ok, merci. Alors, avant-dernière question, comment résoudre la problématique des femmes instruites? Les femmes instruites, des femmes qui ont des agrégations, doctorat, maîtrise, mais qui ne trouvent pas de mari. C'est un problème dans notre société. On fait comment? Oui. Effectivement, monsieur le jeune, vous avez raison. En effet, il est important d'énumérer que la nature du conflit est intellectuelle. Et dans mon cabinet, j'ai l'habitude d'utiliser la méthode de la thérapie des chemins. Cela veut dire que j'invite le couple de venir et nous allons faire plusieurs phases d'entretien. Et ensuite, je trouve le juste milieu pour que le ménage puisse trouver l'équilibre. Est-ce que ce genre de femmes peuvent accepter épouser un frère dont le niveau s'arrêterait au CP2? Monsieur le journaliste, nous avons tant réglé ce genre de situation dans le cadre d'experts en théologie. Alors donc, les conflits intellectuels vont souvent détruire une certaine relation. Mais pour l'homme ou la femme qui marche avec le Seigneur va devoir faire preuve d'humilité. Elle va devoir faire preuve d'humilité et de sagesse dans ce sens-là. Parce que vous savez, Dieu peut utiliser quelqu'un de plus intellectuel que nous, ou alors de moins intellectuel que nous, pour en faire de nous notre bénédiction. Évidemment. Alors donc, dans mon cadre théologique, nous sommes obligés, pour les personnes intellectuelles et moins intellectuelles qui se marient, de faire preuve de sagesse, d'humilité et parfois d'aller chercher le Seigneur dans la prière. La prière est très importante. Il faut casser l'orgueil. L'orgueil n'amène nulle part. Alors donc, lorsqu'on a une situation comme celle-là, il va falloir plutôt avoir parfois même un médiateur. Le pasteur va nous amener à comprendre le bien fondé, n'est-ce pas, d'épouser une femme moins intellectuelle ou alors un homme moins intellectuel. Et vous savez, Dieu se révèle quelque part. Dieu a une révélation parfois en une personne. Dieu peut utiliser quelqu'un de moins intellectuel que vous pour pouvoir bâtir votre ministère. Mais monsieur le théologien, excusez-moi de couper la parole comme ça, mais vous parlez dans le cadre chrétien. Oui. Sur le plan social, nous avons des personnes évidemment qui sont paresseuses par exemple. Il y a des gens paresseux qui ne veulent rien faire, qui sont assis
à zapper sur la télévision. Et la femme, elle a appris qu'une femme qui a fait des études va se rabaisser à épouser un moins que rien. Non, mais monsieur le vous parlez sur le plan. Oui, c'est normal pour les deux couples. Le chef coutumier a quelque chose à dire à ce niveau-là. C'est normal pour les deux couples. Vous êtes intelligent. Vous êtes intellectuel, moi je ne le suis pas. Je vais prétendre vous épouser. Vous allez m'utiliser. Et moi je veux catégoriquement refuser. Je préfère chercher mon genre, on fait nos plantations et on Alors, donc, si je comprends bien, le fait que la femme soit plus instruite que l'homme est un danger pour l'espèce masculine. Non, on ne devrait pas prendre les choses de cette manière. Je reviens le théologien. Il y a des couples qui peuvent réussir. Il faudrait que la femme, puisque je ne comprends pas pourquoi à chaque fois on parle de la femme. Il faudrait que la femme ait une grandeur d'esprit. Il faudrait que la femme ait une sagesse. Et généralement, ce sont des couples qui réussissent dans le monde chrétien. Parce que dans le monde mondain, si je peux me répéter, c'est un couple qui va souffrir d'incompréhension, qui va souffrir de raisonnement, de complexe d'infériorité. Comme le dit le chef coutumier, il a même du mal à supporter vivre avec une femme. Vous dites ça, peut-être vous allez aller étudier en Europe, vous avez vu ça là-bas, ou les séries que vous suivez là, c'est là qui parle. Vous êtes juge coutumier. Ok. Et demeurez dans vos coutumes. Merci, messieurs les invités. Nous voulons terminer par cette question. Comment faire le choix de son partenaire? Puisque là, ce sont des questions de choix qui se posent. Nous avons des conflits de plusieurs natures, des questions d'ordre intellectuel, etc. Mais finalement, comment faire le choix de son partenaire? Dernière question. Bibliquement parlant, le choix de son partenaire se fait de telle sorte que nous devons d'abord avoir une vision. Vous n'avez pas les visions, vous allez vous cogner sur un mur. Et c'est ce que nous remarquons depuis un certain temps dans l'église. Une fille, une maman, une sœur qui va épouser quelqu'un qui n'a pas de vision. C'est compliqué. Quelqu'un qui n'a pas un projet, qui n'a pas d'objectif dans la vie, va vous emmener en ballottage. Et cela va causer un tant soit peu des problèmes. Et je voudrais vous dire encore, la vision doit être focalisée sur le Seigneur Jésus-Christ. La vision doit être conduite par le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ doit vous dire que voici le cap. Et vous devez suivre ce cap. Mais malheureusement, beaucoup butent sur un mur et ça cause des problèmes. Il faut être convaincu derrière cela. Il y a des personnes, parfois des hommes ou des femmes qui ont cette pression-là, qui ne sont pas convaincus de leur mariage et vont se lancer parce que, dit-on, il y a un manquement à gauche ou à droite. Vous voyez? Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'obligation de vous signifier que nous sommes au terme de notre chère émission intitulée La famille. À nous revoir l'année prochaine.